mont Sainte-Hélène se trouve dans l'ouest américain, dans l'État de Washington. Et ça faisait plus d'un siècle qu'il n'y avait plus d'éruption. Ça nous a franchement surpris qu'il se réveille. Ça a commencé le 20 mars 1980, quand il y a eu des petits séismes sous le volcan. Puis vers le 27 mars, il y a eu des explosions de vapeur au sommet. Et puis alors surtout, le flanc nord du volcan s'est gonflé. Et il s'est gonflé de plus en plus, il se gonflait de 1,50 m par jour. Donc ça a fait une espèce d'énorme intumescence, une espèce de boursouflure gigantesque sur le flanc nord, qui était due à la pression du magma qui montait, qui voulait sortir. Et au bout d'un mois et demi, c'est bien cette espèce de boursouflure avait 150 mètres de hauteur. Et alors, le 18 mai 1980, il y a eu un séisme assez fort, de magnitude 5, qui a ébranlé le volcan. Et de ce fait-là, cette boursouflure a glissé sur le flanc nord. Ça a donné une avalanche gigantesque. 3 km3 de produits sont descendus sur le flanc nord du volcan, ont tout dévasté. Et de ce fait-là, le volcan a été décapité. Donc d'un coup, la pression des gaz est tombée. Et toute la pression du magma a pu se libérer, ça a donné une énorme explosion verticale, donc un panache de cendres qui est monté à 25 km de hauteur, et surtout, en même temps, un souffle horizontal qui est allé vers le nord en forme d'éventail, et ce souffle filait à 1000 km/h à une température de 300 degrés. Et il a tout dévasté jusqu'à 30 km au nord du volcan en moins de 2 minutes. Et enfin, des coulées de boue sont descendues les flancs du volcan, et ces coulées de boue ont tout dévasté dans les vallées jusqu'à 60 km du Sainte-Hélène. Ça a été en fait une énorme éruption, et on peut dire que c'est en fait la plus grosse explosion du siècle, puisque l'explosion du Sainte-Hélène, le 18 mai 80, c'était équivalent à 27 000 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Moi qui connaissais le Sainte-Hélène avant, je peux vous dire que je ne savais franchement plus où j'étais, puisque les vallées étaient complètement remplies de boue, des collines avaient été complètement arasées sur toute leur surface, le lac Spirit qui était au nord du volcan était monté d'environ 60 mètres à cause de cette avalanche de blocs qui étaient tombés dedans, tous les arbres étaient couchés, ces grands pins Douglas, ils étaient tous couchés dans la direction du souffle, ils n'avaient plus de branches latérales, ils étaient complètement écorcés par le souffle, car le souffle il a agi comme une espèce de gigantesque sableuse qui a abattu les arbres et qui les a complètement polis sur la surface. Nous avons de très grosses responsabilités. Parce que d'abord, il faut convaincre les autorités. C'est très difficile. La plupart du temps, on prêche dans le désert. Le meilleur cas, c'est le Ruiz en Colombie, où il y a eu 22 000 morts lorsqu'Armero a été détruite par une coulée de boue. On avait prévenu les autorités qu'il risquait d'y avoir des coulées de boue. On ne nous a pas cru. Dans le cas du Sainte-Hélène, on avait évacué et pendant un mois, il ne s'est plus rien passé. Le volcan était calme. Donc il y a eu une pression populaire fantastique et même politique pour que les gens puissent revenir. Et heureusement, on les a maintenus à l'extérieur parce que si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu 35 000 morts. Et heureusement, l'explosion est venue prouver que finalement, nous avions raison. Dans cette éruption, malheureusement, 57 personnes ont été tuées, 2 volcanologues, 2 collègues, et puis 55 personnes qui étaient des curieux qui sont infiltrés dans la zone. L'un des 2 volcanologues qui a été tué au mont Sainte-Hélène, je le connaissais très bien, c'était un ami de longue date, il s'appelait David Johnston, et il était à 10 km au nord du volcan. Et il a pris le souffle en plein sur lui, il a juste eu le temps de dire dans sa radio « Vancouver, Vancouver, this is it », c'est-à-dire « Vancouver, Vancouver, c'est cela, c'est ce qu'on attend ». Vancouver, c'était la base des volcanologues là-bas, au nord de Portland. Et on ne l'a jamais retrouvé, le pauvre. Il a été complètement emporté par ce souffle. Alors pourquoi est-ce qu'il était placé là? Pourquoi est-ce qu'on a mis dans cet endroit dangereux? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un souffle qui aille vers le nord du volcan, mais on s'imaginait qu'il irait au maximum jusqu'à 7-8 km. Et en fait, il est allé jusqu'à 30. Et c'est un des grands problèmes de la volcanologie, c'est que prévoir une éruption volcanique, c'est faisable avec beaucoup d'instruments. Mais en prévoir l'intensité, la magnitude, franchement, on n'est pas capable de le faire pour l'instant.
Pendant qu'on était sur place, il y a eu plusieurs explosions, des gros panaches de cendres qui sont montés à 18 km de hauteur, et alors surtout des nappes de ponce. C'est un phénomène tout à fait excitant pour le volcanologue, parce que ça descend les flancs du volcan à grande vitesse, 300, 400 km à l'heure, et des températures de 700 degrés. Et il nous est arrivé de nous déposer sur une nappe de ponce qui venait de se mettre en place. Alors ça, c'était fabuleux, parce que l'hélicoptère descend, et quand il arrive au niveau de la nappe de ponce, il y a toute cette ponce qui se met à voler, ça fait un nuage incroyable, et c'est très mauvais pour les turbines d'hélicoptère d'ailleurs, il a fallu en remplacer plusieurs. Mais quand alors on débarque, on se met à marcher sur ce dépôt, c'est un grand moment. Parce que ce dépôt, il est fluidisé, c'est-à-dire qu'il est saturé de gaz. Et quand on se met à mettre le pied sur ce dépôt, on s'enfonce tout de suite, et à, disons, 15-20 cm de profondeur, il y a encore 100 degrés. Et on a mesuré avec un thermocouple, donc un thermomètre, la température sous nos pieds à 1,50 m, ça avait 750 degrés, le dépôt en question. Et pour avancer, il n'y a qu'une seule technique, on s'en est rendu compte, c'est qu'il faut tapoter le sol, les gaz sortent, à ce moment-là, le sol se tasse et on peut avancer. C'est très frustrant de rater les explosions. J'avais raté la grosse explosion du Saint-Helens, j'étais d'une humeur massacrante. Je me trouve dans ma chambre, d'où l'on voyait le Saint-Hélène à 70 km au nord. Et puis j'ouvre la télévision et je vois un journaliste qui parle d'une énorme explosion du Saint-Hélène, on la voyait dans son dos. Et je me dis, regarde, je dis à Katia, regarde, on a raté ces explosions, c'est même pas croyable, et tout et tout. Et puis finalement, instinctivement, je regarde par la fenêtre et je me rends compte que ce panache de cendres, il était en train de se faire, l'émission était en direct. Je voyais ce panache de cendres qui montait, qui prenait une forme de champignon atomique. On se précipite dans la voiture, on arrive à l'aéroport, plus d'hélicoptères, tous partis. Je trouve un avion, un petit Cessna, et je dis au pilote, au Saint-Hélène. Et lui, il voulait pas du tout aller par là. Donc ça a été carrément un détournement d'avion. On est monté à bord, on dit voilà, vous partez Saint-Hélène, direction Saint-Hélène. Et on va vers le Saint-Hélène, on voyait ce panache qui faiblissait, qui faiblissait, qui faiblissait. On s'est dit, zut, on va le rater. On arrive au niveau du Saint-Hélène, plus d'activité. Je dis raté, encore une fois raté. Alors là, vraiment, j'aurais préféré que l'avion tombe et s'écrase, tellement c'était épouvantable pour moi en tant que volcanologue. Et puis, heureusement, une énorme explosion s'est faite à ce moment-là, et plus belle que la première, plus haute. Elle est montée à 23 km de hauteur. C'est une espèce de colonne de cendres immense qui est montée dans le ciel. Ça a été absolument fabuleux. On a tourné autour pendant 2h30 jusqu'à la nuit. C'est un des grands moments de mon existence. On avait l'impression d'assister à l'apocalypse et en même temps la lumière était fantastique. Puis c'était le coucher du soleil, c'est devenu tout rouge, rouge lit de vin à cause de la diffraction de la lumière sur les particules de cendres. C'était d'une beauté infernale. En France, finalement, on n'est pas forcément à l'abri.